Bonjour, pour cette lecture de l'âge de la première passe, qui est un récit qui a été publié par les éditions Verticales. J'ai proposé au Printemps du Livre de Grenoble d'utiliser des photos que j'ai prises au Congo dans le cadre de ces séjours. Certaines de ces photos ont été publiées par les éditions Sometimes et d'autres sont sorties de l'ordinateur sans avoir encore été publiées. Dans ce bar de Pointe-Noire, face au restaurant Le Cactus, je vais avoir du mal à faire que la jeune femme renonce. Elle est belle et sexy, mais je ne veux pas. Les explications font un bouquet. Je distingue au moins celle-ci. Je ne veux pas ressembler à ces occidentaux baisant pour pas grand-chose dans les pays perdus. Qui n'y viennent que pour ça même, nous disent les reportages. Je ne veux pas ressembler à ces expats, pères de famille, qui, suivant l'image d'Épinal, quittent le foyer la larme à l'œil. Oh, vous allez me manquer. Mais la bite impossible à essorer. Dès l'aéroport de Roissy. Enfin la belle vie est pour des clopinettes. Je ne peux dénoncer le néocolonialisme de l'État français et en jouir à mon échelle dans le même temps. Si j'accède au corps de cette jeune femme pour le prix de 2 déjeuners dans une paillote, la preuve est faite qu'elle est violentée par un système qui prive les Congolais de la richesse de leur sous-sol, notamment, et de la souveraineté de leur État comme de ces individus. Violence qui me permet, en France, un certain confort. Je ne partirai pas avec elle, nous n'irons pas jusqu'à ma chambre d'hôtel. Pour autant, je ne peux pas dévier la conversation, chiante, fausse, et lui poser des questions sur ce qu'elle est en train de vivre à cette table, avec ce blanc très insipide. Cette conversation qui l'ennuie est aussi ce qui la sauve, ou ce qui l'aide, peut-être. Même la fait se tenir droite. On a besoin de croire aux costumes qu'on enfile, aux histoires qu'on raconte aux autres. Et là, au moins dans l'attitude, elle n'est qu'une femme bavardante avec un homme. Je ne peux donner à cette conversation le tour d'une enquête sur la prostitution, quand bien même en sympathie, sans lui dire que j'ai vu clair dans son jeu. Je vous ennuie, c'est évident, vous changeriez de table si j'étais autre chose qu'un client potentiel. Une personne, par exemple, une rencontre, l'occasion d'un bavardage. Puisque vous restez alors que je vous ennuie, c'est que je suis un client possible. Je ne peux pas profiter de ces whisky pour qu'elle m'apprenne ce que signifie le fait de se prostituer ici, au Congo. J'essaie d'être délicat. La mettre à nu maintenant serait plus violent que la déshabiller dans ma chambre d'hôtel. J'accable en écrivant bar à pute et ne fais que reconduire dans un livre les signes d'une violence qui court les rues, alors qu'un livre naît souvent de l'effroi ou du chagrin que l'on ressent à voir la vie négligée ou humiliée. Puis les filles et les femmes et les hommes qui se prostituent n'ont vraiment pas besoin que les écrivains leur maintiennent la tête sous l'eau. Ceci, trouvé sur le site Vice dans un article consacré aux prostituées chinoises de Belleville, à Paris. Des abus de la part des policiers ont lieu quotidiennement. La répression est de plus en plus violente, déplore Aying, qui vient d'arriver, lunettes sur le nez et téléphone à la main. La police a appris à dire pute en chinois pour mieux nous insulter. Ils auraient pu aussi bien apprendre à dire bonjour, dit-elle en souriant. Trop de morale, oui, dans cette façon de chercher à humilier. Elle suffit à dire tout ce que le féminin fait au masculin, à quel point il le perturbe, à quel point le féminin trouve les hommes bien désarmés, n'ayant parfois que la violence physique et symbolique pour se défendre d'être fascinés. Je ne mets pas des feuilles de vigne au dictionnaire, ce n'est pas ça. Si je m'interdis ce bar à pute, c'est pour ne pas relever de cette masculinité qui trouve que ça sonne bien. De la même manière que les westerns ont érotisé Revolver et Winchester,
Des films et des romans ont rendu batte le virilisme des malfrats et des proxos. Je dois m'interdire ce mot qui sonne si bien, alors qu'il tombe comme une baffe ou un crachat. Pour décrire la violence du monde, je dois me faufiler entre la joue et la gifle qui menace, pour agrandir l'espace au moment où il se réduisait dangereusement. Je peux sans doute y parvenir en décrivant ce que fait une prostituée, ses gestes, ses mots, sans tout ramasser dans un nom qui lui fera une étiquette qu'on prendra pour une identité. C'est une pute. Un mot seul est souvent une agression, quand une phrase complète réintroduit des espaces, des blancs, des pauses, des repos, des combinaisons, du jeu. Toute la littérature est peut-être une vaste méfiance à l'égard des mots isolés qui sont comme des loups solitaires. Il faut les solidarités parfois mystérieuses des différents éléments qui font une phrase pour relever quelqu'un. En septembre 2015, j'ai retrouvé Pointe-Noire, invité par l'Institut français local et une ONG modeste, Action de solidarité internationale. Créée en 1985, ASI a peu de moyens et doit parer au plus pressé en ciblant les personnes les plus vulnérables. Entre les femmes et les hommes, ce sont les femmes. Parmi elles, ce sont les jeunes. Et s'il y a des mineurs, ce seront celles qui sont déjà mamans. ASI vient au secours des filles vulnérables que les infirmières approchent dans les lieux de prostitution. Elle leur propose de fréquenter un foyer dans le quartier de Thiétier où elles pourront suivre des cours d'alphabétisation et des focus sur les questions de santé les concernant ou leurs enfants, qui ont tous moins de 5 ans. Ces derniers sont pris en charge par une puéricultrice, ce qui permet aux bénéficiaires de souffler un peu dans la journée. Le déjeuner est offert aux mères comme aux enfants, ce qui leur assure au moins un repas par jour pendant la semaine, ainsi que des soins. Les plus assidus accèdent l'année d'après au programme de formation professionnelle. À partir d'un projet construit avec l'équipe du centre, elles intègrent un atelier de rue, mécanique, soudure, couture, coiffure ou pâtisserie, etc. Ces journées de travail sont rendues possibles par l'ONG qui maintient la crèche pour les enfants. Diplômants, ce stage d'une année leur permet de construire ensuite avec les formateurs d'Asie un projet professionnel susceptible de les rendre autonomes financièrement. À terme, ces très jeunes femmes peuvent ne plus avoir besoin de se prostituer pour survivre. J'ai donc séjourné 3 semaines à Pointe-Noire en novembre 2015 et de nouveau 3 semaines en 2016 au mois de janvier. Ensuite, l'ONG m'a proposé de poursuivre le travail à Brazzaville et j'y ai séjourné en mai puis en décembre 2017. L'ambition était celle-ci, animer un atelier d'écriture qui donnerait à ces mineurs la possibilité de parler d'elles. Car l'écriture peut écarter la honte. À moi de les aider à rejoindre leur histoire, malgré cette violence incrustée comme un destin auquel, à 13 ou 14 ans, elles commencent à croire dur comme fer. Ce serait une marque d'infamie. À 13 ou 14 ans, elles commencent à désespérer et c'est poignant. Mon rôle, les aider à éclater, par l'écriture, ces concrétions qui phagocytent et paralysent l'image qu'elles ont d'elles-mêmes. Comment pensez-vous que les gens vous perçoivent ? Nasamoto ou Motu, Pamba, c'est-à-dire je ne vaux rien. Ou, à d'autres moments, Nazandumba. Et cette réponse joue d'une malheureuse homophonie entre jeune fille et bordel. Tu es bordel, je suis bordel. Certaines filles se retrouvent prisonnières des mots, puisque la question de leur valeur est posée, elles afficheront un prix. Et j'aurai peut-être une valeur à force. Mais il est si dérisoire le prix de la passe, entre 1500 et 5000 francs CFA, soit le prix d'une assiette avec un poisson et une banane plantain dans un restaurant du centre-ville. Comment se convaincre d'avoir une quelconque valeur quand l'accès à ta peau, à ton sexe, à ton cul, ne coûte qu'un poisson et une banane ? Écrire
pour desserrer les mâchoires de certains mots. Le mot abandon, par exemple, fait pleurer. Et putain donne envie de disparaître. Écrire pour desserrer les mâchoires de certains mots et en débusquer d'autres au fil des brouillons, véhicule d'un regard tout neuf sur leur histoire et leur personne, ou même leur corps. Tendre l'oreille, observer, essayer de tout comprendre, fréquenter des bourgeois, des étudiants, quelques expats, et passer tout le temps possible avec ces très jeunes femmes. Essayer de parler avec les patrons des bars où elles travaillent, peut-être avec leur love aussi, qui est à la fois leur amoureux, le père de l'enfant qu'elles peuvent avoir, et leur souteneur. Mon love. Tendre l'oreille, essayer de tout noter, de voir. Essayer, car je sais que je manquerai beaucoup de signes, ou que j'interpréterai de manière biaisée ceux qui m'alerteront. Les premiers jours, je suis dans la cour du foyer des filles vaillantes comme Marlène Schiappa dans un gouvernement. Je ne sers à rien. Une fois passées les présentations officielles, comment amorcer un vrai dialogue, construire la confiance? Elle constitue un groupe et je suis seul. On a vite l'air idiot. Désœuvré, je vais me tourner vers les enfants. Une toute petite partie de la cour leur est dédiée, 20 mètres carrés, et c'est la crèche. Ils ont entre 6 mois et 4 ans, il y a des filles et des garçons. Assis par terre, je m'improvise marionnettiste, sans poupée. Mes mains font mine de se promener sur le muret qui me sépare des gosses, avant de se métamorphoser en terrifiante mâchoire capable de dévorer des enfants trop contents de jouer à se faire peur. Dans ma tête et dans la leur, je suis alors l'horrible croco des marécages puants. Encore, encore. Ils veulent tous être mordus. Pour varier, je surgis aussi, grimaçant comme une gargouille, et ils courent se cacher derrière les deux berceaux, trop heureux d'avoir un Mundele bien effrayant juste pour eux. En voyant rire la nourrice, les mamans aussi vont commencer à m'observer, alors je continue. Ce jeu pourrait me rendre sympathique. Au bout d'une demi-heure, je vais prendre une pause et me rapprocher d'elle, sous l'auvent. 6 poteaux, soutenant 20 mètres carrés de tôle ondulée. Sur le tableau noir, les traces du dernier focus. Érection, contraception, préservatif. Comment ne pas sourire? Les tableaux noirs de mon enfance ont peu servi pour ces mots-là. Il y était plus souvent question de Louis XIV, du plus que parfait et des multiples de 5. Pendant 1 heure, je vais me tenir au milieu du groupe et les écouter se disputer en lingala. Il est d'abord question d'un pas de danse qu'il faudrait faire comme ci ou comme ça, mais une fille arrive que les autres n'ont pas vue depuis quelque temps, et Nancy décide de se la payer. « Tu ne fais pas attention à toi, t'es épaisse comme si t'avais 30 ans. » Elle en a 22, me précise Nancy. C'est gagné, je me dis, on s'occupe de moi. C'est une amorce de complicité. Nancy encore, va donc faire du footing. La dispute prend, pour le plus grand plaisir de toutes les filles, électrisées par ma présence. Je suis plutôt bon public. Le combat est drôlatique, la rivalité est surjouée, ça balance pas mal. La visiteuse a une grande gueule, mais j'ai l'impression que Nancy ne craint personne, qui liste maintenant, pour moi, l'âge qu'elles avaient, chacune, lorsqu'elles furent déviergées. 8, 10, 12, 13, 15 ans. Les filles rient ou elles gloussent, mais sans la contredire, sans jamais rectifier l'information. Deuxième liste, celles qui se sont retrouvées enceintes alors qu'elles étaient vierges. Mon sourcil gauche s'envole. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Ah ok, dès leur premier rapport sexuel. Elle en désigne 3 ou 4. Troisième liste, les enfants non désirés. Les filles réagissent un peu cette fois, mélange de gêne, de fatalisme, de je ne sais quoi. Quatrième liste, celles qui sont connues par le plus grand nombre d'entreprises. Intenable, vive, Nancy désigne une fille. Elle est connue de toutes les compagnies, oui, mais aussi des sous-traitantes. Toutes les filles rient, je ris aussi, mais c'est du lourd. Les boîtes recrutent dans les villages, pour leurs expatriés, des femmes qui resteront 1 semaine,
1 mois, avant de recevoir, dans le bureau du comptable, une partie du salaire de l'expatrié pour avoir été sa femme durant 15 jours, 3 semaines. Je me fais tout redire et préciser car c'est assez fou. On ne te donne pas seulement un logement de fonction, on te le fournit conjugalisé. Beaucoup de prénoms incroyables dans les 4 listes établies par Nancy. Dieu veuille, ma vie, merveille, Diane des nations, reine, bénite, Dieu de vie, grâce, et Juliana, dont les 2 petits frères se prénomment Chance et Gloire. Ces prénoms sont à la fois magnifiques et terrifiants, en ce qu'ils mettent la barre beaucoup trop haut, creusant le contraste entre une vie misérable et les promesses non tenues par ces prénoms ambitieux, très coruscants. Que tu t'appelles Dieu veuille ou Dieu veille, comment ne pas être paralysé quand tu rapportes ce que ça dit à la réalité de ta vie? Dieu l'a-t-il vraiment voulu? Dieu a-t-il vraiment veillé sur moi? S'il est complice de ce qui m'est arrivé, je suis maudite, ou c'est un Dieu moqueur, méchant? Taliane se confie. Une fois sa mère partie, son père va la violer pendant 2 ans avant qu'à 13 ans, elle trouve le courage de fuir pour rejoindre sa mère qui s'est remariée. Mais son beau-père va lire en cachette le journal intime de la jeune fille et apprendre son calvaire. Dégueulasse ou idiot, il en parlera à la mère de Taliane en lui disant que pour avoir vécu ce qu'elle a vécu, sa fille est certainement maudite. Dès lors, cette femme n'aura pas d'autre solution que le renvoi de sa propre fille. Dans le texte qui suit, que je vais lire, écrit à ma demande, Taliane prend sur elle, dramatiquement, l'idée de malédiction, au lieu de continuer à l'attribuer à son beau-père. J'ai toujours pensé que j'étais maudite suite à cet inceste dont j'ai été victime il y a quelques années. Cette pensée me noircit le cœur et m'affaiblit quelquefois. Rien qu'à revoir toutes ces scènes, je fais une crise d'hypotension. En parler ? Peut-être, mais je crois que cela n'aboutira à rien vu que c'est ancré en moi. Il y a des choses que le cœur peut banaliser, mais la conscience non. Le cœur est comme un tamis. Les choses les plus douloureuses restent et les moindres passent comme si elles n'avaient jamais existé. Je peux penser que je n'y penserai plus, mais rien qu'en pensant que je ne veux plus y penser, j'y pense. Presque difficile et impossible de ne vouloir penser à quelque chose qui domine son être. J'aimerais ne plus me sentir coupable et maudite pour une chose dont je n'avais même pas la connaissance, mais qui me ronge petit à petit. Ont-elles besoin de se raconter, de se confier? Ont-elles besoin de moi? Si elles ont parfois quitté l'atelier ou coupé court à nos échanges en me confiant que remuer certains souvenirs est douloureux, pas une cependant pour contester l'intérêt de s'aimer mieux, d'éloigner un peu la honte, de pouvoir dire « c'est mon histoire, mais peut-être puis-je ne pas la subir jusqu'au tombeau ». Dans Les Nègres, Jean Genet fait dire à Diouf « Ne lui refusez pas une légère détente. Si sa souffrance est trop forte, qu'il se repose dans la parole. » Au sein de la concession, des enseignants, des éducateurs et des psychologues travaillent pour les bénéficiaires du programme. Elles pourraient avoir le sentiment qu'on parle dans leur dos, que des choses se décident sans elles. Mais j'ai souvent entendu ces adultes se rappeler les uns aux autres qu'ils devaient travailler à ce qu'advienne une parole personnelle, exprimant des désirs et des ébauches de solutions. S'émanciper, notamment par la parole. Le récit de soi est un animal qui ne se laisse pas approcher facilement, puisqu'il faut déjà se respecter un tant soit peu, ou s'accorder un peu de valeur, pour être en mesure de s'en donner un peu plus en parlant de soi ou en s'écrivant sur les feuilles volantes distribuées par le Mundele. Cercle vicieux, aporie. Note pour moi-même.
Il est possible de sortir de ce cercle vicieux en posant que l'écriture, voire toute la littérature, parle non pas de ce que nous pensons, mais à ce que nous pensons. Elle donne la possibilité de ferrailler avec ce que nous pensons. Des brèches apparaissent qui sont des failles, des défilés, qui laissent entrevoir des contradictions ou des contradicteurs. Quand on se méprend, on fait du livre un soliloque ou une tribune. Il est alors presque sans mystère, sans tension. Quand au contraire on parvient à constituer et à tenir cette adresse, parler à nos idées, à nos représentations, immédiatement il y a dialogue, conflit, élan, et les phrases deviennent alors des rivières souterraines forant les massifs avant de jaillir et d'être grossies ou contestées par tous les torrents qui les rejoignent, ou les affluents qui les détournent un peu et les emmènent ailleurs. Je me serais éloigné des filles en suivant ces eaux vives ? Pas certain. L'écriture permet parfois d'accepter le tumulte qu'on a en soi et de narguer l'injonction qui nous est faite par la vie sociale d'y mettre bon ordre. Fanette pouvait me regarder avec une intensité que j'ai rarement subie. Quand je l'ai approchée pour qu'on travaille ensemble, le jour où elle le déciderait, elle n'a pas dit un mot. Je n'ai eu droit qu'à ce regard posant des questions trop grandes, auxquelles je ne sais jamais répondre. Est-ce qu'elle a toute sa tête ? Cette question aussi est bien trop large. Peut-être est-ce un appel permanent, Fanette, la tentative compliquée de ne pas en passer par le langage, en laissant à ce regard le soin de parler pour elle. Ce serait à moi de comprendre et de venir la chercher. Peut-être ce détour était-il rendu nécessaire par la présence des autres filles, qui sinon l'auraient moqué. « Toi, tu veux parler ? Tu crois que l'écrivain il a que ça à faire, t'écouter ?» Veut-elle que je lui laisse le temps ou au contraire que je lui impose cet entretien ? Je n'ai pas su trancher. Quand toute une culture, celle qui m'a façonné, n'entend que les mots écartant le corps, le langage des yeux est incertain. C'est à la fois beau et désespérant. Il est d'autant plus ambigu, ce regard, qu'il doit d'abord être traduit en lingala et non pas en français. Parce que non, il n'est pas plus universel que celui des corps, le langage des yeux. Trop hésitant, je vais m'en tenir à ça pendant tout le premier séjour, l'observer de loin. Comme Diane, je vais avoir le sentiment de ne pouvoir l'atteindre, intouchable, mais autrement. Fanette ne participe pas aux conversations, elle ne fait presque jamais entendre sa voix, mais elle suit ce qui se passe, ce qui se dit, c'est évident. Elle n'est pas absente ou absentée, elle est plutôt magnétique et tout à fait indéchiffrable. Au cours du deuxième séjour, je suis allé la trouver et on s'est installé dans un coin de la cour. Elle ne sait pas écrire, ce sera donc un entretien. Mais elle parle bien trop bas. Je suis un peu sourd et la cour est tout le temps bruyante. 30 adolescentes et une vingtaine de petits-enfants dans 300 mètres carrés. Avec un grand sourire, je l'arrête et lui demande de me parler beaucoup plus fort. Elle se répète, mais tout aussi bas. Il faudrait que je puisse lire sur les lèvres. Rebelote, rien à faire, elle murmure. J'arrête de sourire comme un idiot qui prend les autres pour des idiots alors que c'est lui. Peut-être veut-elle me confier un secret. Je lui propose donc d'utiliser un bureau ou la petite salle de classe, ce qu'elle accepte. Ses yeux sont des hameçons. Elle ne parlera pas plus fort. À moi d'entendre enfin ce mot qui lui brûle la bouche. Sorcière. Voilà, c'est le seul mot qu'elle avait à me dire. Non pas pute, mais sorcière. On dit que tu es une sorcière ? Elle fait oui avec ses hameçons. Oui, c'est cela. Mais elle ne répétera pas ce mot. Pourquoi me le confier ? Parce que les Blancs ne croient pas aux sorcières ? Mon scepticisme pourrait l'aider à désactiver le pouvoir de nuisance qui est dans ce mot ? Parce qu'elle a reconnu en moi quelqu'un qui ne validera pas l'exclusion à quoi sont condamnés les hommes ou les femmes accusés de sorcellerie ? Elle m'a confié le plus lourd. Elle n'a pas utilisé ses cordes vocales, seulement ses lèvres. Me parler est un exorcisme. Elle n'est pas une sorcière, mais on dit qu'elle en est une, et c'est un secret épouvantable qu'elle ne sait pas traiter elle-même. En suis-je une pour de bon ?
De mon côté, je comprends la gravité sans y comprendre quoi que ce soit. Les autres filles ne doivent surtout pas savoir qu'elle a cette réputation ou qu'on l'a un jour dite sorcière. Autrement, elle serait immédiatement et violemment rejetée du groupe, mise au banc. Et certainement, Asie n'aurait d'autre solution que de la renvoyer. Sa situation déjà n'est pas enviable. J'ai assisté il y a quelques jours à une scène très dure. Fanette passait avec ses enfants dans la cour et l'une des filles a dit en tout bas « Oh, ça sent le cimetière !» Fanette est si pauvre qu'elle dort dans un cimetière avec ses 2 tout petits enfants. Fanette a 18 ans. Dans le cimetière, au moins, elle ne sera pas embêtée par les loupards ou les ivrognes qui, comme tout le monde, et comme Fanette, craignent les esprits. Elle doit donc surmonter sa propre peur. Mais puisque c'est la condition pour dormir et ne pas être importunée ou violentée, bien entendu, elle n'a pas le choix. Un Français pensera peut-être qu'elle a le choix, car nos cimetières ne sont plus habités depuis un siècle au moins, voire un peu plus. Or, quand tu nais dans un pays d'Afrique centrale, choisir le cimetière pour échapper aux violeurs, ça ne va pas de soi. La preuve, de nombreuses filles ne font pas ce choix-là. Le témoignage de merveille. Le Gabon est le seul pays que je connaisse pour l'instant. J'avais 13 ans. C'est la femme chez qui je faisais le ménage, ici, qui m'a emmené avec elle pour que je fasse son ménage à Libreville. Au bout de 5 mois, alors que je suis au marché, des hommes proposent de me raccompagner en voiture. Comme je venais de dépenser l'argent du bus en faisant les courses, j'ai accepté. Ils m'emmènent en fait chez l'un d'entre eux, où se trouvent beaucoup d'hommes qui fument du chanvre. Je crie, mais ils s'en moquent. Ça ne sert à rien, personne pour t'entendre. J'ai mal. Un me tient les jambes, un me tient les mains, un me ferme la bouche. J'ai mal. Ils m'ont prise vers 15 heures, ils m'ont lâché à 20 heures. J'avais 13 ans. Quand ils m'ont lâché, j'ai pu rentrer chez ma patronne et je me suis enfermé dans ma chambre. Je disais que j'avais mal au ventre et c'était vrai. Je n'ai rien dit pour le reste parce que j'avais honte. Je suis resté enfermé 1 semaine. J'avais peur qu'on m'attrape encore si je sortais. Je pensais, les hommes sont des sorciers, tous. Ils ne peuvent qu'apporter le mal. Pendant plusieurs semaines, si je te voyais me regarder, je vais t'insulter. On m'a hospitalisé à Libreville, mais ça ne me soignait pas, donc on est revenu à Brazzaville où j'ai été soigné. Pour les pensées. Au bout de quelque temps, j'ai pu reparler aux hommes, mais je ne riais pas. À ce moment-là, même si tu me dis quelque chose qui est bon, je penserai mal. Même si tu m'appelles ma petite chérie, j'aurais peur. J'avais le front fermé, je ne pouvais pas vivre normalement. Quand un garçon voulait me séduire, je me disais, si je sors avec lui, peut-être il peut aussi me faire ce que ces hommes m'ont fait. C'est seulement 2 ans après cette catastrophe que j'ai fait l'amour pour la première fois. Et ce n'était pas avec un amoureux, c'était avec un client. Témoignage d'une autre fille. L'amour, c'est ouvrir son cœur, ne rien cacher, ne rien garder. Que ce soit avec une amie, avec mon mari ou avec les autres bénéficiaires du centre, à chaque fois c'est de l'amour quand je peux ne rien cacher. L'inverse de l'amour, c'est quand on ne sait pas quel est le cœur de quelqu'un. En 2013, je ne savais pas quel était le cœur de ma maman. On vivait à Pointe-Noire, elle voulait que je renonce à aller prier à l'église, elle voulait que je fasse la vie. Mais ce que ma grande sœur avait accepté, je l'ai refusé, car ce n'est pas cette vie-là qu'on m'avait indiquée. À l'école ou à l'église, on m'avait appris à respecter mes parents, mais aussi à ne pas faire ce que je ne me sens pas de faire.
Je me suis donc opposé au désir de ma mère. Ah, c'est parce que t'as un mari, là, que tu m'obéis pas. Non, c'est parce que je ne veux pas de cette vie-là. Depuis, elle me déteste. J'ai alors quitté Pointe-Noire pour venir à Brazzaville et vivre auprès de ma belle famille, que j'aime, qui m'aime, avec qui je me sens en paix. Ma mère ensuite est venue vivre à Brazzaville aussi, mais je ne vais pas la voir. Elle parle trop, on ne connaît pas son cœur, je ne peux pas savoir ce qu'elle pense. Et je veux protéger ma fille de sa grand-mère, qui la déteste, m'a-t-on dit. Je ne peux pas savoir, imaginer ce qu'elle ferait à l'enfant si je la lui confiais. Le mystère, c'est la pleine lumière. Et c'est Bénite qui écrit « La nuit, les voix des gens me font peur aussi. Des gens se battent parfois. Il y a aussi le genre de garçons qui vont dans la rue pour y mettre la pagaille, et ils font alors tellement de bruit qu'on ne peut pas dormir. L'argent gagné, je l'ai beaucoup dépensé, en boissons, en vêtements. Je n'avais pas de love ou de cheftaine qui m'en prenait une partie. Tout ce que je gagnais, c'était pour moi. Des copines me conseillaient de parler avec Asie, et j'ai fini par accepter parce que je savais que la police voulait m'arrêter. Venir au foyer des filles vaillantes, c'était une façon de fuir la police. Ils voulaient m'arrêter parce que je dansais n'importe comment.